Monsieur le gouverneur, bienvenue. Il y a déjà un grand merci pour votre nouvelle innovation. On va tester ça maintenant en le réel. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du bureau, Mesdames, Messieurs les députés et conseillers provinciaux, Monsieur le directeur général, Monsieur le directeur financier, Mesdames, Messieurs, chers amis, en préambule de cette mercuriale, je voudrais avoir une attention particulière aujourd'hui pour les conseillers provinciaux nouvellement élus depuis octobre dernier. Si vous êtes ici, c'est parce que vous croyez en l'institution provinciale, à la cohérence de notre territoire, aux valeurs de notre province, et surtout que vous avez l'ambition de défendre au mieux les intérêts de nous sommes. Alors ces premiers mois de fonction nous ont déjà permis de découvrir bien des choses au travers notamment de l'élaboration du budget. Et aujourd'hui, c'est l'exercice de la mercuriale que vous avez découvert. Alors, pour un gouverneur, c'est un moment important, c'est un moment phare. C'est l'occasion de prendre la parole devant l'ensemble des élus provinciaux, chacun qui a sa manière. Le sens que moi je souhaite donner à cette prise de parole est plutôt le sens de la réflexion. Plus que des constats sur le passé, je tente plutôt à chaque fois de dégager des perspectives d'avenir avec un regard un peu différent. Et cette année, je compte bien encore, vous allez voir, utiliser le recul qu'offre ma fonction pour donner ma lecture personnelle de l'avenir de notre pays. Mesdames, Messieurs, l'innovation et cette incroyable intersection entre l'imagination d'une personne et la réalité dans laquelle elle vit. C'est une définition d'un entrepreneur américain, et vous l'aurez compris cette année, je souhaite vous parler d'innovation. Car je pense qu'une des clés du développement territorial repose sur le dynamisme local en matière d'innovation et de transfert de connaissances. Ce développement, j'en suis persuadé, transformera ce qui jadis faisait la faiblesse de la ruralité en un atout contre lequel aucun autre territoire en Belgique ne pourra jamais rivaliser. C'est donc cette thèse que je vais essayer de défendre aujourd'hui dans cette mercuriale. J'aborderai également la question de la gouvernance à mettre en place pour faire émerger demain l'innovation dans un espace rural tel que le nôtre. Je souhaite porter un regard différent, optimiste, vous allez voir, très optimiste même sur le devenir de notre province. Et par souci de cohérence avec le thème choisi, Xavier Lebel vient de vous l'expliquer, j'intégrerai des concepts innovants et participatifs dans la forme que va prendre cette mercuriale. Alors, l'innovation dont je vais vous parler est une démarche de changement. Une démarche de changement qui fait évoluer les savoir-faire à l'échelle d'un territoire, notre territoire rural, en assurant son développement. Et cette démarche se matérialise à la fois par un changement technologique, bien sûr, mais aussi et surtout par la création de nouvelles connaissances. Plus que matériel, l'innovation est en réalité avant tout un état d'esprit. Et de fait, cette innovation présuppose, avant toute autre chose, une capacité, notre capacité, à se remettre en question, à sortir de nos zones de confort, à prendre des risques. Bref, on ne peut pas parler d'innovation sans parler de transformation. Et toute transformation, pour moi, repose sur 4 piliers. Vous allez le voir. En premier lieu, le leadership. Il vous faut une véritable volonté, à vous, à nous les décideurs, pour qu'une transformation puisse s'opérer. Et cette volonté doit être réelle, notre engagement doit être total. 2, l'absolue nécessité. Il faut faire le constat qu'une remise en question est nécessaire. Et c'est un constat qui est indispensable pour envisager une transformation radicale. 3, il nous faut des perspectives inspirantes. Il est indispensable que cette transformation poursuive, j'y reviendrai tout à l'heure, un objectif clairement défini. Et 4, il faut que cette transformation offre une solution pour chacun. Pour entreprendre un changement global et fondamental, chaque citoyen doit non seulement se sentir intégré, mais surtout, c'est là que réside la difficulté, il doit y voir un intérêt pour lui-même à ce changement. Et puis, il est également indispensable de définir un cadre. Ma fonction étant liée au territoire de la province, je suis déterminé, vous allez l'entendre plusieurs fois, à défendre la pertinence de notre territoire comme cadre de l'innovation. Et c'était d'ailleurs le sens que j'ai voulu donner à l'avis qui m'était demandé, ainsi qu'à mes collègues, par la ministre des Pouvoirs locaux, sur la proposition texte que vous connaissez, concernant la réforme des institutions provinciales. Alors on va se demander qu'est-ce qu'un territoire ?
cette question est d'autant plus intéressante dans le contexte actuel que je viens d'évoquer, de réflexion autour des provinces. C'est un terme qui est polysémique, qui renvoie à des significations différentes selon les époques, selon la discipline, la culture, les anglo-saxons, les français, ou encore le contexte. Mais quoi qu'il en soit, on devine bien qu'un territoire ne peut pas s'envisager sans frontières. Certains le définissent comme étant l'intersection entre des frontières matérielles et des frontières mentales. Mais généralement, les géologues et les sociologues s'accordent sur cette définition que je veux. Le territoire témoigne d'une appropriation à la fois économique, idéologique et politique de l'espace par des groupes humains qui se donnent une représentation particulière d'eux-mêmes, de leur histoire et de leur singularité. Tout en poursuivant, le territoire ainsi défini s'apprend, se défend, ce que nous faisons, s'invente et se réinvente. Il est donc un lieu d'enracinement et le territoire est au cœur de l'identité. Le concept de territoire est donc un des éléments qui va nous permettre de définir l'identité d'une population. L'identité luxembourgeoise rassemble déjà différentes entités administratives, géographiques, culturelles ou autres, mais reconnaissons-le tout de même, cette identité est une curiosité. L'identité luxembourgeoise, une curiosité difficile à appréhender et à définir. Elle est, à mon sens, et tous ceux qui croisent d'autres autorités qui réfléchissent sur les territoires, elle est unique, elle est propre à notre province. Et ce sentiment d'appartenance repose à la fois sur des caractéristiques très objectives que je vais évoquer, mais aussi d'autres qui sont beaucoup plus subjectives. On sait, de façon très objective, plusieurs organismes, des institutions administratives, politiques, judiciaires ont déjà pour référence, et à la satisfaction générale, pour référence géographique, le territoire provincial, une zone de secours, c'est le même territoire, 6 zones de police, une division de la police fédérale au niveau administratif et au niveau judiciaire, une intercommunale de développement économique, une intercommunale de protection et de valorisation de l'environnement, avec 11 communes des choses, une intercommunale de projet public, une intercommunale de soins de santé, avec 3 communes namuroises, un arrondissement judiciaire, une circonscription électorale fédérale, la même régionale, une chambre de commerce, une académie luxembourgeoise, une instance bassin enseignement, formation et emploi, les rédactions provinciales de la presse écrite, une télévision, les fédérations sportives que je ne peux pas tout énumérer, etc. Mais les Luxembourgeois se retrouvent également, évidemment, avec beaucoup de partage de valeurs, des valeurs que l'on cite traditionnellement, l'humilité, la bienveillance, ou encore et surtout la convivialité. Et l'histoire et en particulier les douloureuses expériences des guerres, est également un facteur important. Il est encore un critère plus objectivable pour définir l'appartenance luxembourgeoise et pour défendre la cohérence de notre territoire, c'est le nombre d'habitants. La province de Luxembourg est une province à taille humaine. 300 000 habitants, on va en dire, représente en effet un seuil minimum pour mener une politique globale. L'ensemble de notre territoire, à quelques petites exceptions près, connaît une réalité rurale. Et cette réalité, elle n'est pas non plus si simple à définir, parce que trop souvent on a défini la ruralité par ce qui n'est pas, c'est-à-dire par ce qui n'est pas urbain, par un territoire qui ne connaît pas de ville d'au moins 50 000 habitants. Et toujours sur cette dichotomie, tous les auteurs que j'ai eu l'occasion de lire, tous les scientifiques, surtout dans les années 90, ont défini la ruralité de manière très très peu flatteuse. J'ai relevé quelques passages jugés plus tôt. La ruralité est un espace de faible densité d'emploi, disait-on dans les années 90. Une population relativement pauvre, économiquement conservatrice, ou encore un territoire n'intéressant que les retraités. Mais fort heureusement, les regards évoluent. Et de moins en moins de personnes aujourd'hui considèrent que le progrès et la modernisation sont uniquement l'apanage des villes, et qu'au contraire, comme à l'époque, l'archaïsme, le retard au développement et les handicaps multiples sont à jamais liés aux campagnes. Et puis, preuve encore que la vision de la ruralité évolue, l'Europe s'apprête tout doucement, trop lentement, diront certains, à amorcer un virage dans sa stratégie de développement territorial. Le Parlement européen a en effet pris conscience de l'importance d'investir dans les territoires ruraux. Et cette prise de conscience est loin d'être anonyme, et elle en dit long sur le changement de vision de la ruralité, parce qu'en effet, l'Europe se trouve être un territoire globalement urbain. Je rappelle, 486 000 villes en Europe de plus de 100 000 habitants. Alors
vous rappelle, à titre de comparaison, en Belgique, il y en a 8, en Wallonie, il y en a 4, vous le savez, en province de Luxembourg, il n'y en a aucune. Mais plus encore que ces critères liés à la ruralité, les Luxembourgeois s'unissent aussi et depuis bien longtemps autour du sentiment d'être, de par leur éloignement, parfois délaissés des centres décisionnels, à Bruxelles ou à Namur, éloignés, mais également isolés et en faible nombre. Nous avons parfois le sentiment de ne pas compter, le moins de ne pas être écoutés. J'ai retrouvé ce que disait en 1959 la très sérieuse revue du Christ, le courrier du Christ, écrivait à notre sujet qui écrivait ceci. Province la plus étendue de Belgique, le Luxembourg est aussi la province la moins peuplée et la plus excentrique de Belgique. Du fait de la distance, elle vit sans doute plus qu'une autre, en vase clos, ce qui favorise l'éclosion d'une conscience sociale homogène. Notre identité luxembourgeoise repose donc également sur ce sentiment partagé d'être différent des autres, d'être peu nombreux et de ne peser que très faiblement. Et pourtant, mesdames, messieurs, nous sommes à l'aube d'un renversement complet. La ruralité, j'en suis persuadé, va devenir un atout grâce au développement, grâce à l'innovation. Les regards ont changé à notre égard et aujourd'hui, la ruralité offre un cadre de vie désiré. Au travers d'exemples, je vais tenter de vous démontrer qu'en mettant en place chez nous les conditions pour stimuler l'innovation, une région rurale comme la province de Luxembourg doit entrevoir l'avenir de manière optimiste, avec l'ambition de devenir un territoire clé dans le réseau socio-économique belge. Alors bien sûr, je l'ai déjà dit et je le répéterai, cette intégration doit être réfléchie de manière globale. Et cette intégration doit tenir compte dès aujourd'hui dans nos réflexions de défis qui vont se présenter, tels que celui du climat ou celui de la préservation de notre identité luxembourgeoise ou de notre patrimoine. Et le défi résidera également dans notre capacité à conserver sur notre territoire les fruits de cette croissance nouvelle liée à l'innovation. Mais en fait, le développement d'un territoire, pour moi, n'est pas une fin en soi. Il est d'abord impératif de définir des objectifs communs. Le progrès est à nos portes. Celui-ci va nous pousser à un certain type de développement. Alors, posons-nous, nous la posons déjà, mais n'oublions pas d'en faire un leitmotiv. Posons-nous la question, que veut-on pour notre province? À mon sens, une de mes missions, c'est de viser l'attractivité sociale, associative, touristique, économique. L'activité va nous permettre de développer notre émergence dans tous les rayons, démographique, économique, social, avec cet objectif de maintenir ce cadre de vie désir. Et les technologies, je vais en citer quelques-unes, ne sont finalement qu'un vecteur d'innovation qui se doit de poursuivre ces objectifs que nous allons établir ensemble. Et ceux-ci naîtront d'une réflexion globale à ces objectifs, qui va rassembler, j'espère, l'ensemble des acteurs de notre territoire. Il existe déjà des démarches de marketing territorial, et vous savez par exemple que Résolus en pilote actuellement une très ambitieuse. La province de Luxembourg, face à ces défis, l'avenir de la province s'annonce assez radieux, vous l'avez deviné, et propice à une croissance économique, démographique. Et je l'ai rappelé tout en gardant à l'esprit que l'un des défis sera de conserver notre identité. Voilà pour le constat. Et quel fut le cheminement pour en arriver là? Alors sans se lancer dans un long travail d'analyse qui viserait à énumérer toutes les raisons qui ont mené à cette belle croissance, il est quand même important de comprendre le présent afin d'aborder le futur. Et force est de constater que l'esprit innovant de notre province a déjà permis de désenclaver un territoire rural qui était dénigré à une certaine époque. Vous savez, à force de lecture, on se rend compte que les auteurs européens considèrent que l'idée même selon laquelle l'innovation ou la créativité qui est à l'origine du développement des territoires, que cette idée n'est apparue dans l'esprit des chercheurs qu'au début des années 90. Notre province a donc été largement bien pionnière. Et ces responsables de l'époque avaient compris avec plus de 30 ans d'avance combien il est primordial de réunir pour accueillir les entreprises innovantes, des regroupements d'activités créatives de haute technologie, l'aménagement de parcs d'activité et le soutien de la politique de recherche et de développement. Alors on prête souvent, à juste titre, l'émergence économique de notre province au gouverneur Blanchard. On oublie trop souvent les actions qu'ont entreprises ses prédécesseurs en la matière. Pour rappel, le gouverneur Lamal est à la base notamment de la création de l'intercommunalité Luxe. C'est dans sa mercuriale du 21 octobre 1961 qu'il exprima, ici, l'importance pour le développement économique
Celle-ci a vu le jour un an plus tard, et les différents gouverneurs l'ont d'ailleurs longtemps présidée, ce qui explique en partie leur rôle dans l'essor économique de la province. Et son successeur, Maurice Vaillant, a participé lui activement au désenclavement de notre territoire, grâce à sa participation aux réflexions liées à la construction des autoroutes. C'est lui qui a porté la voix du Luxembourg, un peu d'autres, lors des négociations sur l'élaboration des différents tracés autoroutiers. Vous savez, fin des années 60, le gouvernement belge décide d'investir massivement pour rattraper son retard en matière de réseau routier, et grâce au fameux principe de débudgétisation, les moyens sont devenus colossaux. Mais pourtant, vous allez voir sur les slides, les plans initiaux qui apparaissent à la gauche, ça ce sont les tout premiers plans, prévoyaient en réalité un maillage en étoile de Bruxelles et un deuxième maillage en arc de cercle vers Anvers, Gand, Courtrai, tourné d'un mur et le sud-est du pays, c'est-à-dire nous l'avons complètement oublié sur ce premier slide qui est le premier projet. Aucune route n'apparaît chez nous. Et la partie était donc loin d'être gagnée pour les Luxembourgeois qui réclamaient à l'époque à minima la modernisation de la Nationale 4. Puis les projets européens ont donné petit à petit une place plus importante à notre province et une autoroute reliant Bruxelles à Luxembourg via Namur est devenue une option. Et puisque la décision fut prise de commencer les travaux par les extrémités et les ouvrages d'art importants, il y a les tronçons entre Ouange et la frontière française, ou entre Sterpenich et la frontière luxembourgeoise, ainsi que le viaduc du Valise, par exemple, ont vu très rapidement le jour, et puis dans la foulée, les réussites Benelux, L'Oréal à Libramont, par exemple, ont permis d'orienter le tracé de la E400. Grâce à ces investissements aujourd'hui en cours de finalisation, le gouverneur Blanchard, rendons-lui hommage, a négocié remarquablement l'arrivée de plusieurs grands investisseurs, américains notamment, sur le sol luxembourgeois. Leur installation dans le sud de la province a également permis aux Luxembourgeois de surmonter le traumatisme de la fin de la sidérurgie. Cette période marque le début de l'essor économique de notre province. Lors de son entrée en fonction, Jacques Blanchard affirmait avec une pointe de provocation: nous voulons devenir les Flamands de la Wallonie et les Japonais de l'Europe. En 20 années, à force d'ambition, à force d'audace, les décideurs luxembourgeois sont parvenus à inverser la tendance d'un territoire luxembourgeois terriblement marqué par le dernier conflit. Ça, ce sont les 20 dernières années. Terriblement marqué également par la dernière offensive. Souvenons-nous, la province a connu une chute démographique à la fin de la guerre vertigineuse. Et l'avenir devenait bien sombre. Début des années 60, la population luxembourgeoise s'élevait à 216 000 habitants, c'est-à-dire moins qu'en 1910, moins qu'en 1920 après la Première Guerre mondiale, et moins qu'en 1930. Heureusement, la densité de population qui était à l'époque, début des années 60, de 49 habitants km carrés, est passée au moment de la fin du siècle à 57, et qui reste évidemment exceptionnellement bas à l'échelle de la Belgique. Mais le contraste n'est pas qu'économique, il est également saisissant dans le changement d'attitude. Nous sommes passés du slogan des années 50 de Luxembourg de vacances à la fameuse Ardoise. Jacques Blanchard n'hésitait d'ailleurs pas à dire, au moment de sa prise de parole dans cette salle, sa dernière prise de parole, que les Luxembourgeois avaient, avant sa prise de fonction, 20 ans plus tôt, beaucoup trop tendance à se complaire dans une forme de lamentabilité. Le gouverneur faisait par là référence à d'autres panneaux qui étaient placardés à l'entrée de la province. Il proclamait les affirmations suivantes: Luxembourg, terre abandonnée par la Belgique. On voyait ça dans les routes. Luxembourg, province paria. Ou encore, ici finit la Belgique à l'entrée de la province. Dans sa mercuriale du 1er octobre 1958, le gouverneur de l'Ouest déclarait aussi dans ces lieux: Mesdames, Messieurs, la conférence de Londres nous a laissé la partie la moins fertile du jeu. C'est à la Belgique à la fertiliser, en la rattachant encore plus intimement par les travaux publics et l'industrie. Il y va de son bonheur. On comprend à la lecture de tous ces passages que l'éloignement était donc bien le principal frein au développement de notre province. Et puis, profitant de l'ouverture progressive des frontières, de la croissance exponentielle de son voisin grand-ducal et des différentes évolutions, notre province a cessé d'être le fin fond de la Belgique. Et s'est ouvert au développement économique par la création par l'activité économique et scientifique, qui ont nécessairement profité à l'ensemble de l'économie locale et ont entraîné naturellement d'autres avancées comme la croissance démographique. Et tout cela n'était possible
que grâce à l'unité des Luxembourgeois, autour de personnalités qui ont porté des projets ambitieux visant l'intérêt général. Nous parlons également souvent de consensus luxembourgeois. Alors qu'en est-il? Parle-t-on encore de consensus politique global? J'irai même plus loin. Doit-on même le souhaiter? Comme toute entité, nous avons besoin de connaître les débats d'idées. Et ces débats qui animent notamment cette Assemblée sont tout ce que la démocratie offre de plus simple. Si deux hommes ont toujours la même opinion, disait Winston Churchill, alors l'un d'eux est de trop. Bernard Capras précisait cette idée, à juste titre, dans sa dernière Mercuriale. Le consensus, disait-il, ce n'est pas l'unanimisme, ce n'est pas renoncer à ses convictions, ce n'est pas davantage la recherche du plus petit commun dénominateur, qui a l'habitude d'être ici, d'habitude, des projets sans audace, dépourvus d'envergure. Non, le consensus luxembourgeois, c'est d'abord une confrontation des idées et des opinions, et c'est ensuite l'élaboration en commun de solutions aux problèmes posés. Et de par ces singularités, convenons-en, il est indispensable que les Luxembourgeois s'unissent autour de projets communs, dans l'intérêt général. L'histoire de la province nous l'a prouvé, je viens de le rappeler, c'est lorsque nous sommes unis sur des projets que nous avons connu nos plus belles victoires. Alors aujourd'hui, je ne peux aborder un sujet et entrer à l'innovation et donc à la transformation autour de projets ambitieux sans redire devant vous avec conviction, en paraphrasant la Constitution belge et son article 162, que l'intérêt provincial doit en toutes circonstances primer sur les intérêts particuliers, pour paraphraser le code de la démocratie, que les membres du Conseil, c'est-à-dire vous-même, représentez bien la province et pas uniquement le district qui vous a élu. N'ayons d'ailleurs pas la prétention de croire que les décideurs fédéraux et régionaux tiendront compte de divergences éventuelles sur un territoire comme le nôtre. Et en ce qui me concerne, je garde pleine confiance en l'intelligence collaborative des Luxembourgeois. Alors je l'ai dit, l'état des lieux, je suis optimiste sur l'avenir de notre province. Sa capacité de développement n'a pas encore atteint son maximum et l'émergence, par exemple, de la digitalisation et des nouvelles technologies va être, j'en suis certain, à la base d'une nouvelle croissance dans les prochaines années. La lecture du dernier tableau de bord socio-économique atteste d'ailleurs de la santé actuelle de la province et des perspectives de croissance que nous sommes encore en droit d'attendre. Vous l'avez vu tout à l'heure, mais notre province a connu ces 10 dernières années, on le voit ici, une augmentation de 7,2% de sa population résidente en 10 ans. Elle est également la province la plus jeune de Belgique. 22% des Luxembourgeois ont moins de 18 ans. 22% des Luxembourgeois ont moins de 18 ans, bien au-delà de la moyenne wallonne, et dans le même ordre d'idée, seuls 16,8% des Luxembourgeois ont plus de 65 ans contre 18,3% en Wallonie. En termes de taux de chômage, notre province se situe, nous savons, dans les bons élèves. Les chiffres qui apparaissent à remonter au 30 juin 2018, le taux de demandeurs d'emploi était de 8,1% contre 12,2%. Alors évidemment, le revenu moyen est également plus élevé dans notre province que dans le reste de la région wallonne. On le sait, la proximité du Grand-Duché de Luxembourg n'est pas totalement étrangère à ce constat. Et on constate la disparité encore existante entre les arrondissements du Sud, mais quoi qu'il en soit, ces chiffres révèlent que les revenus sont en hausse partout, dans toutes les communes. Preuve quand même d'une bonne santé de l'ensemble des territoires. Mais mesdames, messieurs, il reste toutefois des freins inacceptables à notre développement. Et je pense au premier lieu au retard numérique, au retard de couverture que nous imposent les opérateurs de téléphonie en désinvestissant les zones rurales. C'est le moment de saisir, puisque je parle de téléphone, de saisir le vôtre. Je suppose que vous êtes prêts pour une première question. Pour ceux qui ont mis le code 704 869. Très bien. Voilà, la question est la suivante. Êtes-vous satisfait de la couverture numérique en province de Comme ça, on aura déjà une première idée. Et là, M. Gillard, puisque j'étais dans le couloir, les bleus sont les mauvais. Non, c'est la bonne réponse. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Donc le sentiment d'insatisfaction est général. Alors, blague à part, parce
un sujet évidemment essentiel si on veut parler de notre transformation numérique. Il est plus qu'urgent que la situation change. Cette problématique touche quasiment l'ensemble des citoyens de notre province, du nord au sud. Alors nous ne pouvons plus ici tolérer ce manque d'égard à l'égard de notre territoire. Alors, où les opérateurs se vendent d'installer des réseaux 5G, 4G+, ou 5G, comment se peut-il encore que des citoyens luxembourgeois ne disposent même pas d'un réseau GSM, même pas d'un réseau GSM? Comment est-ce possible, conceptuellement, que leur habitation ne soit pas desservie par une connexion Internet décente? Je ne parle pas des problèmes, parce que j'ai décidé de ne pas trop en parler aujourd'hui, mais ça pose en matière de sécurité et de lien pour les services d'urgence et d'intervention. J'ai bien conscience, parce que ceci, c'est la carte officielle. C'est la carte officielle des opérateurs de réseau. Alors c'est trop petit, mais le bleu, c'est une couverture à 3 réseaux. Vous voyez toute la Belgique au nord de l'axe de la Meuse en bleu. Et puis alors les couleurs se déclinent, 2 réseaux, 1 réseau, et vous voyez que dans la carte des opérateurs, il n'y a pas de 0. Et donc, il n'y a pas de façon d'objectiver ces problèmes avec les cartes, mais nous avons tous notre expérience. Celle-ci est difficilement mesurable, difficilement identifiable sur une carte, alors on va tenter un exercice. Reprenez votre GSM. On va voir si... Voilà une question concrète. Cette semaine, depuis 9 ans, avez-vous connu un problème de connexion Internet ou de réseau de téléphone? Voilà. 33 oui. Mais ça en triomphe sur la pertinence de la carte officielle que je viens de vous montrer. Mais ce constat, au-delà de cet exercice auquel je est révélateur quand même aussi d'un manque de considération dont sont trop souvent victimes la province et ses habitants. Alors, il est plus que nécessaire que les élus luxembourgeois, et je m'y associerai volontiers, fassent ensemble entendre d'une seule voix leur indignation face à ce constat d'injustice à l'égard de leurs administrés. Et je note que certaines communes n'ont pas attendu pour agir et pour réagir, et il faut évidemment les intégrer. Mais prenons exemple sur nos prédécesseurs. Eux ont su, je viens de vous le montrer, se mobiliser pour que la province de Luxembourg ne soit pas oubliée dans les projets de développement routier et autoroutier. Or, notre société est touchée par une révolution depuis près de 10 ans, une révolution numérique qui est probablement semblable, les historiens nous diront, à la révolution industrielle du XIXe siècle. Sans une mobilisation générale, mesdames, messieurs les représentants de notre province, le train du numérique partira en laissant notre province à quai. Alors, le manque de connectivité n'est évidemment pas le seul combat des Luxembourgeois, mais pour moi, dans une perspective d'innovation, il doit être le premier. Une ardoise avance à préserver si les défis restent nombreux. Et bien, vous l'avez compris que je défends la thèse que le développement de ce territoire dans le futur passera par des projets innovants. Je souhaite également vous démontrer qu'il existe déjà bon nombre de solutions pour pallier les difficultés dans le territoire rural. Parce que certains acteurs de notre province n'ont fort heureusement pas attendu cette territoriale pour faire preuve d'ingéniosité. Et il fait par là honneur à ce slogan d'ardoise d'avance. Mais l'innovation est un perpétuel recommencement. Il est important de soutenir et de poursuivre les investissements en la matière. Il va de soi que la liste des projets innovants que je vais vous proposer et les pistes de réflexion sont loin d'être exhaustives. Et l'objectif n'était pas là. Il s'agit avant tout de projets publics ou privés qui servent l'intérêt général. C'est cela dont je vais parler. Mais il est évident que de nombreuses entreprises qui sont déjà installées en province de Luxembourg sont dans le domaine à la pointe de l'innovation et à la pointe des politiques en matière de recherche et développement. Mais gardons à l'esprit qu'il nous appartient probablement et qu'il vous appartient à vous, pouvoir public, de soutenir le secteur entrepreneurial, notamment en assurant des formations cohérentes avec le tissu économique. Alors, on va parler de choses concrètes. Mesdames, Messieurs, 147 000 hectares, c'est-à-dire un tiers de notre province, sont des terres agricoles. Alors, j'ai une petite question pour illustrer le propos, pour vous maintenir dans l'éveil. Voilà, pour rappel, parce que c'est une question qui mérite. Voilà, combien votre objectif aujourd'hui d'exploitation agricole en province de Luxembourg? Vous avez des tranches assez larges.
Alors, il y a aujourd'hui 2264 exploitations agricoles en province de Luxembourg. Donc, bravo, c'est 19 qui ont réussi. Ça signifie tout de même en moyenne 51 exploitations par commune. Mais le constat s'impose malheureusement, il y en a de moins en moins dans notre province. Et il va être très très difficile d'inverser la tendance. Alors pourquoi ne pas faire preuve de résilience et d'admettre probablement que le modèle de nos grands-parents a fait son temps et qu'il est maintenant le moment de revoir le modèle. Et c'est vrai que depuis quelque temps, la modernité frappe aussi aux portes des exploitations agricoles. On appelle ce concept qui n'est pas encore dans la bouche le smart farming, excusez-moi. L'évolution est là, mais comme tout à l'heure, quel est l'objectif de cette modernisation, de cette digitalisation de l'activité agricole? Quelle agriculture voulons-nous pour demain, avec ou sans ces outils? L'idée de ce développement numérique de l'activité agricole est de viser une production de qualité, en réduisant la pénibilité des activités et en réduisant l'empreinte environnementale. Notre agriculture rurale fait partie de notre patrimoine. Alors, aidons-la, réfléchissons qu'elle puisse faire face aux concurrences du marché mondial. Mais ces évolutions, sous peine de se perdre, doivent correspondre aux besoins constatés sur le terrain. Elles doivent permettre que technologies développées par les agriculteurs, pour les agriculteurs locaux, en partenariat avec le CER, par exemple, qui développent déjà des projets autour de composés biosourcés, c'est-à-dire des projets de produits d'origine biologique et à usage non alimentaire. Notre agriculture doit pouvoir, doit pouvoir conserver sa souveraineté. Vous connaissez Digital Wallonia, qui est le pôle de développement numérique de la région Wallonne. Et Digital Wallonia a beaucoup réfléchi à ce concept de ferme intelligente. Et il le décrit autour de 3 axes. 1, la collecte de données sur l'exploitation. 2, la simplification du travail de l'agriculteur, du travail opérationnel de l'agriculteur. Et 3, l'optimisation des activités et des interactions sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Concrètement, pour ceux qui découvrent, ça signifie que les capteurs, par exemple, sont placés dans les champs et donnent des informations sur les taux d'azote, etc. Ces informations arrivent dans le taux d'azote qui sera en capteur et permettent d'adapter le dosage et les mandats. On a aussi connu, il en existe quelques-unes dans la province, des exploitations dans lesquelles les vaches sont elles-mêmes connectées grâce à notre collier qui gère les rations alimentaires. Ce bétail circule alors librement dans l'exploitation, seulement s'il s'agit d'une exploitation laitière aux traites quotidiennes, avec beaucoup moins de stress, et nous mettons une meilleure quantité, mais surtout une meilleure qualité de lait produit. Et ces colliers connectés permettent, si j'en viens là à la pénibilité, permettent aussi aux agriculteurs de connaître et de disposer en tant d'informations sur l'état de santé de vache, par exemple, de prévenir les dates ou les autres vélages qui leur permettent de planifier leur sommeil. Et ces outils numériques permettent aux exploitants de se recentrer sur d'autres tâches, en leur octroyant sur un rythme de travail qui devient plus compatible alors avec les standards actuels de la vie sociale. Vous savez qu'il existe en province de Luxembourg pas mal de fermes connectées, et selon une étude qui a été publiée par CBC l'année dernière, 21% des agriculteurs wallons utilisent déjà Internet sur le terrain, c'est-à-dire essentiellement sur le tracteur, alors qu'ils sont le triple à l'utiliser dans leurs tâches administratives. Mais l'intérêt pour moi de cette transition numérique, même s'il est bien réel, doit être réfléchi. Mais c'est un mouvement qui est en marche. À la dernière fois de Libramont, pour ceux qui ont visité l'espace Smart Farming, rassemblait de nombreux exposants, comme beaucoup de marques d'intérêt de la part des exploitants. Et puis il y a d'autres projets parmi il y en a un que je viens de citer, c'est celui qui met en valeur les circuits courts. C'est l'Iterroir, dans le nord de la province. Puisque là, l'idée de rassembler dans un seul espace en une vente et aussi de développer une plateforme Internet de commande en ligne pour les producteurs locaux, ce qui facilite à la fois leur démarche de vente, mais aussi leur démarche de livraison. J'ai une question à ce sujet. Avez-vous l'habitude de privilégier les circuits courts? C'est Sophie,
C'est mon circuit pour que ça soit. Voilà, une tendance quand même intéressante. C'est pas inouï. Les sortes de nouveaux types de marché confortent toutefois le changement de mentalité et la prise de conscience qui est nécessaire pour le consommateur par rapport aux efforts en matière de le tourisme et le Luxembourg, merveilleuse terre de vacances. On l'a souvent dit, mais j'aime le répéter, notre province reste la province la plus prisée par les touristes. 2,5 millions d'unités en province de Luxembourg, 2,5 millions par an. 35% des unités qui sont chez nous. Et ce sont les Flamands qui sont les plus nombreux à visiter notre province, même si les Néerlandais restent très nombreux à choisir le Luxembourg belge comme lieu de vacances. Domaine phare de l'économie, le tourisme a lui aussi connu de belles innovations, qu'elles soient technologiques, dans l'approche touristique, elles ont directement porté leurs fruits pour ceux qui les ont mises en valeur, en connaissant déjà aujourd'hui un franc succès. En quelques exemples. Un exemple qui a fait l'unanimité très récemment, ce sont les transformations du Bastedois Museum. C'est une attraction touristique évidemment phare de notre province, et l'innovation qui a été mise en place est triple. Tout d'abord, l'innovation intellectuelle dans le transfert de connaissances, comme vous l'expliquiez tout à l'heure. La première innovation, elle est dans l'approche historique et dans l'approche pédagogique. En décidant de proposer une lecture de la bataille des Ardennes par le prisme de 4 personnages, dont un soldat allemand, les responsables de l'exposition nous offrent un regard différent, peut-être moins scientifique, mais en tout cas beaucoup plus humain, sur cet événement historique. Et puis, deuxième innovation, philosophiquement, un musée est radicalement différent des musées classiques, et surtout des autres musées classiques de la guerre. On est loin de musées qui proposent une succession de vitrines étalant des collections d'objets. Ici, tous les supports sont utilisés pour faire vivre une expérience aux visiteurs. Et c'est là que réside la troisième innovation. Le Bastedois Museum n'a pas hésité à investir dans des nouvelles technologies pour rendre la visite à la fois attractive, mais aussi et surtout très inspirante. Il y a un autre projet qui est à l'étude également pour mettre en place une visite en réalité augmentée, vous savez, avec les smartphones, au Bois-Jacques, également à l'Aspen. À l'instar du Bastedois Museum, je ne peux pas tous les citer, il est certain que le World Trade Center et Moulia, par exemple, à l'ONU, ont également investi pour proposer aux visiteurs des expériences interactives, didactiques. Et puis dans les activités touristiques, vous savez que le géocaching est également en vogue, est de plus en plus populaire. Il s'agit d'un loisir qui consiste à utiliser son GPS pour rechercher ou dissimuler des petites caches dans des endroits à travers le monde. Une cache typique, vous la voyez à l'écran, c'est un petit conteneur étanche qui contient un registre des types, parfois un petit cadeau. Et l'évolution des smartphones rend cette activité beaucoup plus aisée. Et grâce à cela, le tourisme rural est beaucoup plus interactif et permet de découvrir des curiosités, l'histoire et le patrimoine d'un territoire d'une autre langue. Et puis un autre développement innovant qui est lié à l'omniprésence des réseaux sociaux sont les points selfie. Aménager des points dans des espaces dédiés à cette activité, c'est s'offrir de la publicité gratuite. La publicité sur les réseaux sociaux. Placé à un endroit instagrammable, j'ai appris que ce mot était là. Ce point selfie offre de la visibilité et parce qu'ils peuvent s'identifier, suscite de l'intérêt auprès des suiveurs, des followers, photographiques. Alors, en matière de tourisme, je vais vous poser une question, on ne peut pas nier l'importance que prend le numérique. À l'heure actuelle, au moment même de la réservation, l'aperçu numérique de l'offre est primordial. Une petite question sur l'offre numérique. Au cours de l'année passée, avez-vous réservé des vacances pour un séjour touristique, peut-être peu important, mais en utilisant voilà. Donc, le résultat est édifiant, nous sommes de plus en plus nombreux à séjour systématiquement sur le net et en tout cas c'est mon sentiment personnel, bien souvent nous privilégions naturellement les lieux de vacances qui possèdent un site internet performant, visuellement attractif et sur lequel on peut trouver toutes les informations nécessaires à la planification du séjour. Et c'est primordial pour les acteurs touristiques d'investir dans un site web de qualité et d'être à leur côté, et nous sommes déjà au niveau de la province, pour leur permettre d'investir intelligemment. Vous savez, l'intérêt de nos voisins néerlandais, vous m'avez confirmé évidemment lors de visite de l'ambassadrice des Pays-Bas,
Elle me rappelait combien les Néerlandais adorent le dépaysement qu'offre notre territoire, sa diversité, l'authenticité de l'accueil, également la gastronomie, également avec les bonnes terroirs. D'ailleurs, sa crainte, c'est qu'un jour, l'offre touristique de la province de Luxembourg nous vienne standardiser. Et elle insistait auprès de moi sur l'importance du digital pour les Néerlandais. Ceux-ci se montrent impatients à l'égard du retard en la matière sur certains sites touristiques. Et ces exigences qualitatives par rapport à la visibilité numérique montrent à quel point le tourisme a évolué. De nos jours, les vacanciers sont en train de penser plus pour s'offrir des séjours de qualité. Nous passons donc lentement, mais sûrement, d'un tourisme de masse à un tourisme de qualité. Défi supplémentaire, la mobilité et les distances, un difficile mariage en province de Luxembourg. Au vu l'étendue de notre territoire, inutile d'insister, nous le connaissons tous au quotidien, la mobilité reste un des grands défis de demain. En termes d'attractivité, cette mobilité, la problématique de la mobilité, représente même un frein à l'établissement des individus, des particuliers, des familles, des entreprises. Proportionnellement, la province de Luxembourg représente le plus grand parc automobile de Belgique. Pour les petites déductions de la province de Luxembourg, pour 100 luxembourgeois, on dénombre 70 voitures. Même un peu plus. Un projet innovant pour réduire ce chiffre serait bien nécessaire. Alors, j'ai une question. Avant de commencer. Question 6. À combien étiez-vous dans la voiture ce matin pour venir à un conseil voilà, pour les verts, j'ai utilisé un autre commandement. On a déjà répondu à cette question-là. C'est une question à chaque séance. On répond à chaque séance. Voilà, 36% étaient tout seuls. 36 sur 47. Et alors, confrontant à l'heure actuelle les réflexions sur la mobilité intelligente, le smart mobility, quand on les lit actuellement, elles sont probablement trop axées encore sur des problèmes d'engorgement propres au grand centre urbain. Mais sachant que nous ne pourrons jamais changer la longueur des trajets, il faut peut-être pouvoir faire preuve de créativité pour trouver des alternatives. Alors, ça passera peut-être par du changement aussi de l'utilisation de cette forme de est-ce qu'on y est prêt? Voilà, pour éviter la voiture, il faut permettre plus de temps pour aller travailler. Voilà, je parle encore tout à fait dédié, 30 sur 47 non. Et donc, il faut évidemment réfléchir à ces alternatives également en termes d'efficacité. Et d'autant que, on l'a dit tout à l'heure, mais le défi climatique qui se présente à nous impose de voir certaines habitudes en termes de déplacement. Et il y a une prise de conscience actuelle des citoyens en la matière. Selon une enquête qui a été publiée par Acerta l'année dernière en 2018, 65% des travailleurs ont utilisé quotidiennement leur voiture pour se rendre au travail, ce qui était en fait une diminution de 2,5%. Mais la voiture reste le moyen de transport numéro 1 des Belges. Mais son usage commence à se répliquer de plus en plus avec d'autres. Alors, en parlant des autres, une question pour voir si les chiffres publiés correspondent à des ensembles de Au cours de l'année dernière, pouvez-vous dire que vous avez pratiqué régulièrement le vélo? C'était la campagne électorale. Hors campagne. Voilà. L'étude prétendait que 26% des Belges ont enfourché effectivement leur vélo en 2018, soit 9% d'augmentation. L'évolution est lente, on a bien conscience et les chiffres ne font que le confirmer.
Et il est évident que les grandes distances qui caractérisent la province incitent peu les méchants bourgeois à privilégier encore aujourd'hui la mobilité. Et confondant cela d'autant plus que l'offre en matière de transport en commun reste trop faible. Souvent, on dénombre un seul chiffre, on dénombre 46 montées et descentes par train relié à différents programmes de Luxembourg, ce qui est bien en deçà des 65 de moyenne Wallonie. Mais on s'en trouve de souplesse, des solutions existent. Alors prenons quelques exemples, quelques solutions. La mutualisation des moyens de transport, des moyens de locomotion. On sait qu'il y a déjà des applications de covoiturage existent depuis des années, mais elles sont malheureusement sous-utilisées dans les régions rurales. Elles sont encore considérées, probablement comme un gadget, orienté vers les citadins. Pourtant, elles offrent des alternatives intéressantes. En deux, la promotion du télétravail. Le télétravail peut être une piste à explorer dans une province rurale. Cette pratique se répand de plus en plus, elle permet de rentabiliser au mieux le temps de travail, sans perdre le temps dans les trajets inutiles et polluants, qui serait un travail fort. Avec le développement des nouvelles technologies, la plus-value de la présence physique sur son lieu de travail devient une vraie question pour certains secteurs d'activité. Et le télétravail, toutes les études le démontrent, a aussi ses revers. Par exemple, le manque de séparation entre sa vie privée et sa vie professionnelle est un véritable débat. Je crois davantage dans la solution qui suit. Ce sont les espaces de coworking. Les espaces de coworking sont pour moi une alternative intelligente. C'est un type d'organisation du travail qui regroupe deux notions. Un espace de travail partagé, mais aussi un réseau de travailleurs basé sur l'échange et l'ouverture, qui représente un cadre intéressant en mutualisant notamment les ressources nécessaires au travail. Ce sont des tiers-lieux, pour le dire en français, qui favorisent la motivation et la rentabilité, la créativité, la coopération et le travail en réseau. Alors ce genre d'espace a le vent, commence à voir le jour un peu partout en Wallonie, et donc y compris chez nous. C'est le cas de l'espace Green Lab Coworking Barlow, qui a profité de l'appel d'un projet de Digital Wallonia qui visait précisément à développer ce genre d'expérience dans les milieux ruraux et solidaires. Et puis d'autres technologies encore contribuent à réduire les déplacements, donc une que j'essaie d'utiliser le plus souvent possible, c'est la vidéoconférence, par exemple, qui sont utilisées maintenant dans les administrations, dans la mienne en tout cas, et qui permet de maintenir le contact visuel avec ses interlocuteurs. Une avancée très intéressante et un investissement qui paraît bien faire au regard du temps et des déplacements que ces technologies nous permettent d'économiser. Après la mobilité, la santé. Les matières qui sont liées à la santé représentent toujours un grand défi en milieu rural. Les grandes distances, la faible densité de population sont souvent des freins au développement d'un service de soins de santé qui pourrait allier, c'est notre ambition à tous, qualité et proximité. Je rappelle de ce sujet-là, parce que j'évoquais tout à l'heure la norme de 300 000 habitants, que l'arrêté royal du 8 juillet 2002, l'arrêté royal qui couvre l'ensemble du territoire belge, n'impose au cercle des médecins généralistes d'assurer une permanence pour la population locale qu'à raison d'un médecin généraliste à 300 000 habitants. Une norme belge qui n'a choqué personne, sinon évidemment tous les Luxembourgeois qui ont obtenu au moins un médecin généraliste et qui ont évidemment l'ambition de trouver des solutions que je vais énoncer. Et puis la médecine de campagne, et ceci en est une des raisons, ne plus trop rêver. Et la pénurie, cette carte, en réalité, vous indique, plus c'est foncé, plus c'est problématique, la moyenne d'ouverture de médecins généralistes par habitant. Donc la moyenne actuelle est de 1062 habitants par médecin généraliste en province de Luxembourg. Et là également, on se rend compte que l'innovation n'est pas un luxe, mais une nécessité pour répondre aux demandes en la matière. Et sur cette question, il faut reconnaître que la province de Luxembourg a été avant-gardiste. Depuis 2017, vous avez une cellule e-santé qui mène des réflexions tout à fait innovantes. Et j'en veux pour preuve, par exemple, l'organisation en octobre 2017 avec des assises de l'e-santé. Et ces assises de l'e-santé ont été à la base d'un projet que je vais vous exposer, qui était lancé dans la foulée depuis plus d'1 an. Et c'est quelque chose qui fonctionne actuellement grâce à un financement provincial. 2 médecins de la province expérimentent la téléconsultation sur les résidents d'intérêt. En une petite vidéo pour illustrer. On va faire une consultation avec le docteur Heinz sur la table de votre
consultation comme nouveau procédé de la médecine générale en province de Luxembourg, c'est peut-être bientôt. À travers la téléstéthoscopie, un médecin pourra en effet consulter un patient à distance, un fonctionnement qui faciliterait le travail du monde médical en milieu rural. On va donc vous ausculter. L'infirmière va poser l'appareil sur le thorax. Alors, il y a quelques mois, quand j'avais... Voilà, on a bien compris le concept, c'est de permettre aux médecins via une tablette connectée à un stéthoscope et par la vidéoconférence de mesurer dans ce cas-ci l'urgence d'une consultation qui est demandée par les résidents d'une maison de repos et, cas échéant, d'éviter un déplacement inutile. Il ne s'agit pas d'une consultation à distance, mais plutôt d'une aide à la planification des consultations. Mais je me posais une question en rédigeant la mercuriale, alors je vais vous la poser. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2019, nous sommes chacun d'entre nous prêts à avoir recours à une vidéoconsultation avec notre médecin? Et d'autres projets sont à l'étude. Suite à une rencontre avec les différents acteurs des soins à domicile, par exemple, cette même cellule de la e-santé de la province, et avec le soutien de la Fondation Rassemblement, cette cellule a proposé l'utilisation d'un carnet de liaison en ligne. Là aussi, on est sur l'idée d'une tablette qui reste physiquement au domicile du patient et qui permet aux médecins, aux aides à domicile et aux aides soignants de communiquer entre eux à travers l'information qui se fait. Puis on a aussi d'autres technologies qui sont à l'étude. L'équipement du PIT, vous savez que nous avons des PIT sur la province, et le équipement par des lunettes connectées pourrait permettre, ça existe sur d'autres territoires, aux médecins urgentistes qui restent, lui, à l'hôpital, face à son ordinateur, de suivre en temps réel l'intervention et de guider l'infirmier ou l'infirmière urgentiste. Plusieurs communes de notre province, vous en avez souvent débattu ici et c'est fort intéressant, ont véritablement innové, c'est ça l'innovation, en investissant dans des maisons médicales, avec pour objectif à la fois de regrouper des compétences dans un même cadre de travail, mais aussi en mutualisant les moyens administratifs et en offrant à la patiente beaucoup plus de disponibilité. L'ambition est aussi, vous savez, d'offrir un cadre de travail beaucoup plus confortable aux médecins. L'idée du médecin de famille disponible 24 heures sur 24 est probablement résolue, et si nous voulons rendre notre territoire attractif et pallier la pénurie de médecins, nous devons faire preuve d'innovation, et ces innovations en sont une. Et il existe d'ailleurs une cellule d'attractivité de la médecine générale qui mène ce véritable travail de marketing territorial pour convaincre les médecins de venir s'installer dans des zones rurales en les aidant, alors en les accompagnant dans le volet financier, administratif, en lien avec les autorités locales. Alors, je termine dans les exemples d'innovation par la zone de secours, parce que c'est quelque chose, vous allez voir, de très emblématique. Vous savez que les services d'urgence et d'intervention, là, eux, à coup sûr, ils sont confrontés quotidiennement aux difficultés de la ruralité. Et en premier lieu, à cette nécessité de couvrir un territoire de 4400 km². Nous avons 16 postes de secours en province de Luxembourg, ils sont là sur la carte. Ça veut dire que chaque poste couvre en moyenne 275 km². Par titre de comparaison, Brabant-Wallon, c'est beaucoup moins, 180 km² par poste. Mais malgré cette différence entre les provinces, les missions des pompiers restent la même. Il n'y a pas de dérogation rurale. Les obligations, les missions, les temps d'intervention sont les mêmes. Et donc, là, voilà un sujet sur lequel il faut faire preuve de créativité et d'innovation pour pallier le déficit de couverture. Et il y a un an, j'essaie de vous expliquer comment la zone de secours a permis de trouver des solutions en lançant sa propre centrale, sa centrale d'appel, appelée Dispatching Cosilux. C'est intéressant parce que ça a été pensé par des pompiers, pour des pompiers d'une zone rurale. En fait, la zone a réussi à apporter une solution à haute distance, une des solutions. Le but est d'intervenir plus vite, on comprend aisément, intellectuellement, il est impossible de réduire les distances, sauf à construire plus de casernes, ce que nous avons publié pour des raisons budgétaires. Et puis, la technologie ne permet pas encore aujourd'hui aux pompiers de rouler encore plus vite que ce qu'ils veulent. Donc, en fait, le pari, c'est de gagner du temps lors du traitement d'un bête. Et l'idée ici, c'était, en fait, je ne vais pas vous l'expliquer, mais c'est de gagner des précieuses minutes au moment de l'envoi des moyens nécessaires à l'intervention. Ça ne change rien à la couverture par les casernes, simplement les pompiers et les ambulanciers
couvrent plus rapidement leur intervention, partent plus vite, sont prêts plus vite, et on sait qui est prêt en temps réel. Et ce qui est intéressant par rapport à la démarche d'innovation dans la transformation d'un territoire, c'est que c'est le cheminement qui a amené à cette solution. C'est vraiment véritablement ingénieux. Et puis surtout, ça fait suite à de nombreuses années de travail où nous avons essayé, où les pompiers luxembourgeois ont essayé d'implémenter ici en province de Luxembourg des logiciels qui sont hyper performants partout en Europe, partout dans les villes. Ce sont des leaders mondiaux qui vendent, je ne vais pas les citer ici, qui vendent des outils numériques hyper coûteux. Et malgré plusieurs essais, ça ne fonctionne pas en province de Luxembourg parce que les distances ne sont pas intégrées dans la protection de ces logiciels, parce que les problèmes de couverture qui sont encore aujourd'hui réels ne sont pas intégrés dans ces logiciels. Il a fallu trouver une autre manière de travailler. Et donc, la zone est partie, la zone ça peut être la province, si on extrapole, elle est partie d'une réalité de terrain. Et elle a utilisé ses propres talents, c'est-à-dire des pompiers, et elle a construit un système sur mesure qui aujourd'hui lui appartient. Le développement de cet outil ne dépend d'aucune autorisation, ne dépend d'aucune cotisation, ne dépend d'aucun copyright. Parallèlement à ça, d'autres applications suivies, mais je vais faire court, des applications qui permettent d'avoir en temps réel la disponibilité des postes, ou de faire de la cartographie avec énormément de précision, une cartographie de la place Léopold, par exemple, telle qu'elle figure aujourd'hui dans les smartphones des pompiers. On a même, en intégrant les couches, les différentes cartes, les différents numéros de maison qui permettent d'être très efficaces. J'ai une dernière question à vous poser en utilisant votre smartphone, elle n'a rien à voir avec ce que je viens de dire, elle est importante. Est-ce que vous avez téléchargé sur votre téléphone l'application sur vous? Voilà, on peut tout de suite. Si c'est bon, faites-le tout à l'heure, en temps, mais je vais le faire. Voilà, c'est le moment où on peut remonter l'écran. Et puis je termine sur les applications liées à la santé. Vous savez que l'hélicoptère médicalisé de Massourienne, c'est aussi un projet que vous défendez, les mesdames et messieurs du collège, est dorénavant capable d'allumer lui-même le terrain de football pour permettre un atterrissage d'urgence. Voilà, autrement, l'appui d'une technologie offre un gain d'efficacité. Alors avant de terminer, vous avez fait une promesse, c'est que dans mon introduction, j'ai insisté sur le fait que l'innovation doit s'intégrer parfaitement dans nos réalités et doit poursuivre un objectif que nous allons définir ensemble. Et ça nous amène nécessairement à poser la question de la méthode et donc de la gouvernance pour fixer cette horizon pour notre province. Et l'actualité nous rappelle quotidiennement que la place du citoyen dans le processus décisionnel doit être repensée. Nombreux sont ceux aujourd'hui qui réclament plus de participation aux questions de société. Je pense donc qu'il est fondamentalement nécessaire, dans cette idée d'innovation, d'inclure plus de réflexion citoyenne. Et pour moi, l'intégration de la citoyenneté doit rester un geste posé et un geste réfléchi. Elle n'a de sens que si les bases sont définies et clairement comprises par tous. Pour moi, la citoyenneté n'a pas pour objectif de recréer des instances décisionnelles. Celles-ci doivent rester la prérogative des élus. Par contre, je suis entièrement d'accord avec une réflexion pour initier même cette réflexion avec vous, pour associer les citoyens, demandeurs au processus décisionnel et aux réflexions liées à la mise en œuvre de certains projets. La prise en compte de la vie des citoyens dans l'implémentation des projets qui touchent directement à leur vie quotidienne doit pour moi, et de façon prioritaire, être envisagée au niveau local et donc au niveau provincial. C'est d'ailleurs pour moi l'échelon le plus pertinent où le citoyen peut apporter une plus-value. Vous savez, ces mesures vont dans le sens de l'évolution de la société et notre démocratie doit nécessairement s'adapter à cette. Pour moi, le modèle démocratique reste fondamentalement le meilleur. Mais peut-on continuer à l'appliquer de la même manière qu'il y a 20 ans? En 2013, avant tous ces débats, la constitutionnaliste belge Anne-Emmanuelle Bourgault, dans l'introduction de sa thèse en sciences politiques, proposait déjà que les provinces jouent un rôle pivot dans la construction d'un espace démocratique propre à leur territoire, en organisant davantage de rencontres, davantage d'espaces de rencontres, d'information et de débats qui rassembleraient électeurs et élus. Mesdames et messieurs, l'intégration de la citoyenneté est clairement l'un des enjeux des prochaines années,
Il sera cependant indispensable d'en fixer un cadre et des objectifs, et le regain de confiance entre citoyens et autorités passera inévitablement par plus de dialogue. Et pour terminer sur ce point, je pense véritablement que redéfinir la place du citoyen dans le processus démocratique permettra précisément de faire émerger cette innovation que j'appelle de mes voeux, et cette innovation qui répondra alors aux véritables enjeux de notre territoire. En conclusion, voici un exemple de vision concrète d'une province innovante. La province innovante, mesdames, messieurs, a su mettre à disposition de ses habitants une couverture complète en réseau Internet et de téléphone. La province innovante est un territoire connecté. 2. La province innovante a su développer une stratégie de marketing territorial, mettant en avant son ADN. La province innovante est un territoire attirant. 3. La province innovante a su développer l'entrepreneuriat et adapter son offre de formation en conséquence avec les besoins socio-économiques. La province innovante est un territoire entrepreneur. 4. La province innovante a, au travers d'outils numériques, mais pas seulement, su redonner une place active aux citoyens dans le débat public. La province innovante est un territoire participatif. 5. La province innovante a su revoir ses habitudes de consommation en tout genre pour relever ensemble le défi climatique. La province innovante est un territoire durable et responsable. Au travers de ces quelques exemples, vous aurez compris à quel point je suis optimiste pour l'avenir de notre province. Ça ne signifie évidemment pas que nous devons nous poser sur nos acquis. L'optimisme est une forme de courage qui donne confiance aux autres et mène au succès, disait Robert Baden-Powell. En suivant l'exemple de nos prédécesseurs qui ont su se montrer innovants, je suis persuadé que notre province poursuivra son développement entamé dans les années 60. Reste aux forces vives à se rassembler pour dégager les objectifs pour notre territoire de demain. L'intérêt de l'innovation réside autant dans le processus qui y a mené que dans le produit lui-même. Elle doit s'étendre au-delà des aspects techniques, elle doit pouvoir induire du changement positif pour notre société. Il est également primordial que ces réflexions soient menées à l'échelle d'un territoire cohérent, notre province. Soyons attentifs à ce que notre développement ne se passe pas au péril de notre ADN rural et de notre patrimoine. Mesdames, Messieurs, soyons innovants. Merci.